tous. Merci d'avoir rejoint cet événement final que nous allons vous présenter. Donc, au cas où vous n'êtes pas au courant, il y aura deux parties, deux grandes parties dans cet événement final. Donc, il y aura une première partie avec une partie assez théorique sur comment faire un CV et une seconde partie sur des exemples plus concrets avec des personnes spécialisées dans l'entreprise qui viendront nous en parler plus tard. Donc rapidement, je vais d'abord commencer par présenter l'équipe. Donc on a Enzo ici présent qui est le président. Bonjour à Euh, tous. pour continuer dans les personnes du bureau, on a Arthur qui est secrétaire Bonjour, bonjour. et Nelly qui est trésorière. Bonjour. Voilà. Et ensuite, on a Maël qui est au pôle partenaire. Euh, Nolan qui était qui est au pôle sponsor. Bonjour. Nin que vous avez pu voir grâce à ses nombreux posts sur Instagram et sur TikTok avec Nelly qui est au pôle communication. Bonjour. Et moi qui suis en charge du pôle événementiel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'anime le live. Donc aujourd'hui vous êtes avec nous sur Zoom. Et dans la première partie théorique, je vais commencer par vous dire un peu très globalement à quoi sert un CV dans sa globalité. Ensuite, on aura Arthur qui va se spécialiser dans les points essentiels du CV. Donc, il va détailler avec vraiment les points essentiels à quoi sert un CV. On aura ensuite le plaisir d'avoir Maël qui va nous faire un tuto en live grâce au partage d'écran que nous propose Zoom. Donc, sur Canva, c'est l'outil qui vous présentera un peu plus en détail. Et ensuite, on a Nelly qui nous parlera en profondeur de la lettre de motivation, qui est souvent un peu délaissée et on prime un peu trop sur le CV, mais elle va vraiment parler de lettre de motivation parce que c'est un outil qui accompagne le CV et qui est tout aussi important que le CV. Donc, pour le CV dans sa globalité, à quoi sert un CV? C'est une question qu'on peut tous se poser parce que c'est quelque chose qu'on nous dit de faire généralement dès la fin de sa troisième, dès la fin de notre premier stage. Donc, un CV, c'est un peu notre carte de visite professionnelle qui va retracer tout notre parcours professionnel. Donc, sur le CV, il faut savoir être concis, savoir se détailler au mieux et savoir se présenter de la meilleure des façons. Donc, voilà à quoi sert le CV dans sa globalité. Et je vais maintenant laisser, enfin, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, moi, je veux parler surtout des points essentiels qu'on doit retrouver sur un CV. Donc, c'est important. Donc, il y en a 6. Donc, on va commencer d'abord déjà vos coordonnées qui doivent être complètes et lisibles. Donc, vous vous dites que c'est le BABA. Le BABA, excusez-moi, mais c'est courant de voir sur des CV des informations qui sont incomplètes, voire difficilement trouvables. Donc, en fait, votre nom il doit être mis en évidence. Il doit être directement suivi par vos coordonnées. Donc, votre téléphone, adresse email et votre adresse postale. Donc, l'emplacement le plus choisi régulièrement, c'est l'en-tête de la page. Après, pour un CV original, vous pouvez aussi opter pour une colonne latérale ou un encadré central. Ce qui compte, c'est que l'information soit visible et ensuite tout ira bien. En ce qui concerne la photo, elle n'est pas obligatoire, mais elle est quand même fortement recommandée. C'est vrai que mettre un visage sur un candidat ou une candidate, ça permet aux recruteurs d'humaniser plus rapidement votre CV et c'est mieux. Après, il faut savoir qu'il y a des régions, par exemple en Grande-Bretagne, où c'est moins recommandé. Donc, ça dépend de l'endroit où vous postulez et où vous mettrez votre photo selon cet endroit. Ensuite, le titre de votre CV. Donc, il y a beaucoup qui n'y pensent pas. Et ce titre, il doit être surtout en cohérence avec votre candidature. Donc, déjà, on évitera de nommer son CV curriculum vitae. Il y a peu de chances qu'on ne comprenne pas la teneur de votre document. Donc, il faut être pertinent et aider le recruteur à bien comprendre à la fois votre parcours, mais aussi la légitimité de votre candidature. En général, on choisit le nom de son poste actuel ou recherché, éventuellement sa spécialité et son domaine d'activité. Si on prend l'exemple, si vous êtes chargé de clientèle dans les assurances, ou que c'est votre souhait, vous avez le titre. Il peut être plus compliqué à définir lorsque vous avez un profil polyvalent ou que l'intitulé de votre poste varie selon les entreprises. Vous pouvez alors soit vous fier à la nomenclature des métiers de l'assurance, soit remanier le titre de votre CV selon l'offre d'emploi. Cela peut être fastidieux, mais c'est le meilleur moyen de viser juste. Ensuite, par exemple, pour la recherche de stage ou contrat en alternance, vous pouvez aussi faire une accroche avec le nom de la formation que vous allez suivre. Par exemple, BTS Assurance en alternance. Ensuite, vous doutez que vous devez montrer vos expériences, mais vous devez aussi les décrire et les dater. Donc, la description de votre expérience personnelle, elle doit être à la fois courte et précise. L'intitulé du poste occupé, le nom de l'entreprise, la date d'exercice
et les mentions des émissions effectuées les plus pertinentes selon l'emploi recherché. Vous devez éviter les paragraphes explicatifs et vous devez lister l'essentiel. Si d'anciennes expériences comme des stages ou des jobs étudiants n'ont pas de lien ou plus de lien avec votre parcours actuel, n'hésitez pas à faire du tri et à l'enlever. Le CV, il faut savoir qu'il doit tenir sur une seule page et donc encombrer d'informations non pertinentes pourrait le rendre illisible et confus. Ensuite, un recruteur, il sait lire un CV en quelques secondes. Donc, il doit y trouver les termes en cohérence avec le secteur et le poste que vous visez. Réfléchissez bien aux mots-clés incontournables. Par exemple, si on reste dans l'assurance, les relations clients, la gestion de contrat, etc. Après, il y a aussi le cas où vous avez peu ou pas d'expérience du tout. Donc là, vous devez réfléchir à une phrase qui définit votre projet professionnel. Par exemple, enthousiaste et curieux, je voudrais acquérir des compétences en relation client dans l'assurance. Ensuite, il y a aussi vos formations et vos diplômes que vous devez mettre dans votre CV. Là, encore une fois, il faut être précis. L'intitulé du diplôme, les éventuelles spécialités, le nom de l'école ou du centre de formation et surtout la date d'obtention. Attention, un diplôme comme le brevet des collèges ne présentera aucun intérêt, évidemment. En revanche, si vous avez suivi des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou certifiantes, mettez-les en avant. Si elles sont en lien avec vos compétences et domaines d'expertise actuels, elles peuvent faire totalement la différence. Ensuite, comme cinquième point, il y a les compétences techniques et aussi les soft skills. Donc, vous savez que chaque métier requiert des savoirs spécifiques. Par exemple, la maîtrise d'outils, de logiciels, de langues étrangères. Et donc, il faut répertorier en priorité les compétences nécessitées par le poste recherché. Préciser son niveau de maîtrise est généralement bienvenu. En dehors de ces compétences, les recruteurs aujourd'hui ils scrutent de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills. En français, c'est les compétences comportementales. Il va s'agir globalement de qualités personnelles, par exemple la créativité, la curiosité, la capacité d'écoute. Elles vont aider à saisir davantage votre personnalité. C'est important de les mettre en avant et en rapport avec des exemples concrets. Vous pouvez donc plus facilement les intégrer dans le descriptif d'émissions ou éventuellement dans les centres d'intérêt. Et donc, pour finir, un sixième point, vous devez aussi mettre les centres d'intérêt et vos activités diverses. Cette partie, ce n'est pas la plus simple à rédiger, je vous reconnais. Elle est souvent en fin de document, on a tendance à la négliger et à lister succinctement des occupations courantes et peu significatives, par exemple cinéma, musique, etc. Mais déjà, celle-ci, elle n'est pas obligatoire dans un CV, mais elle peut se révéler très utile pour vous démarquer. Vous pouvez mettre des activités concrètes, par exemple le bénévolat, la pratique d'un instrument, d'un sport, la participation à des ateliers, la tenue d'un blog spécialisé dans l'une de vos passions. C'est extrêmement mis en avant. Et c'est un excellent endroit pour révéler quelques soft skills, comme je vous en ai parlé avant. Par exemple, la création d'affiches pour un festival, qui montrera votre créativité. Donc ça, c'est les 6 points qui sont essentiels à mettre dans un CV. Et si on les place bien, ça donnera votre CV et qui sortira en haut de la liste. Et là, c'est pour ça que normalement, Maël va vous montrer comment on fait un CV avec l'outil Canva. C'est bien ça. Alors, d'abord, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ouais, Oui. parfaitement. Ouais, ok. Attends, excuse-moi, Maël, j'ai une question dans le chat qui dit quel pourrait être le titre d'un CV pour un job étudiant. Alors, par exemple, là, c'est une bonne question. Si tu es étudiant, tu peux mettre le nom de tes études. Par exemple, imaginons que tu es étudiant en communication. Tu peux demander étudiant en histoire, cherche job d'été. Et tu peux aussi rajouter ta disponibilité. Par exemple, étudiant en communication, cherche job d'été, disponible à compter du 28 juin, par exemple. J'espère avoir répondu à ta question. Très bonne question. Très très bonne question. Très bonne réponse. Alors du coup, Arthur il vous a parlé voilà, du fond. Moi, au contraire, je vais vous parler de la forme, parce que la forme, c'est aussi important que le fond, et que la première impression que se fera un recruteur de votre CV, elle va vraiment se baser sur le visuel. Donc c'est vraiment nécessaire de ne pas négliger ce côté visuel. Euh, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément de super compétences en Photoshop ou des choses comme ça. Surtout par exemple quand on est au lycée. Je pense qu'il y en a beaucoup au lycée. C'est la première fois qu'ils vont faire leur CV. Et donc ils sont peut-être un peu perdus et ils ne savent pas par où commencer. Et ils ne savent peut-être pas comment faire un CV avec un visuel professionnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ça et on va tout simplement essayer de répondre à une question qui est très très simple. Comment on peut créer un CV avec un visuel professionnel sans avoir ni beaucoup de temps, ni des compétences super développées en informatique? Alors vraiment, comment partir de zéro? Alors la première étape, donc là, vous voyez mon écran normalement, c'est tout simplement d'aller sur Internet. Vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez Canva. Canva, C-A-N-V-A. Et donc vous allez atterrir juste ici. Et donc là, il y a une petite description faite par Wikipédia. Donc Canva, c'est tout simplement c'est un outil qui va permettre de créer des contenus visuels. Et aujourd'hui, il va nous intéresser parce qu'on va pouvoir faire des CV super facilement. Alors, une fois que vous avez tapé Canva,
Vous cliquez sur le premier lien et vous allez atterrir juste ici. Donc ça charge. Alors, il va falloir que vous créez un compte. Franchement, ça prend quelques secondes, hein, surtout si vous connectez avec Facebook, ça prend quelques secondes. Donc une fois que votre compte est créé, vous allez atterrir sur cette page. Et comment faire? Donc vous tapez CV, tout simplement. Vous appuyez sur Entrée et vous allez voir, ça va peut-être prendre quelques secondes. Alors voilà, peut-être supprimer ça. Et donc voilà, là vous pouvez voir juste ici, je pense que vous voyez ma souris, 1433 modèles. Donc franchement, c'est super bien pour les personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'inspiration ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de modèles, vraiment beaucoup de modèles. Et vous pouvez vous inspirer, beaucoup de choses avec des polices différentes, des couleurs différentes, etc., etc. Et disons, par exemple, qu'il y en a un qui vous plaît. Donc là, par exemple, prendre celui-là. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et vous allez voir, ça va être vraiment très facile de personnaliser et faire votre CV en quelques secondes. Vraiment. Alors, vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a des informations qui ne correspondent pas à vos vraies informations. Donc, comment faire? Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer, par exemple, juste ici, et vous changez le prénom, vous mettez le vôtre. Là, par exemple, je vais mettre le mien. Donc voilà, par exemple, vous êtes étudiant en école de commerce. Voilà, vous avez juste à modifier tous ces petits éléments-là. Là, par exemple, expérience professionnelle. Moi, personnellement, j'étais employé logistique à Ikea. Donc voilà, je le mets. Tac, Ikea. Voilà, bon, je ne vais pas faire tout le CV, mais vous pouvez constater par vous-même que c'est super facile. Vous avez juste à cliquer sur le texte et remplacer. Là, par exemple, profil, juste à mettre que, par exemple, je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de la vente en business to consumer, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment super simple. Si par exemple là le bleu, vous ne le sentez pas, il ne vous plaît pas vraiment, vous cliquez sur le nom, vous cliquez juste ici, et par exemple, vous êtes une personne qui met bien le rouge, donc vous cliquez sur le rouge. Là, pareil, vous cliquez sur rouge, là vous cliquez sur rouge, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Maintenant, pour mettre votre photo, vous avez juste à cliquer ici sur Importer. Là, en l'occurrence, j'ai déjà une photo. Vous n'allez pas avoir de photo, mais vous faites juste importer des médias, appareil. Là, je clique sur une photo. La photo, elle va arriver, c'est la même. Et j'ai juste à la faire glisser juste ici. Et vous voyez, c'est super simple. Vous avez votre tête sur votre CV. Et une fois que vous avez mis toutes vos informations, etc., vous avez sélectionné les couleurs qui vous plaisent, etc., vous avez juste à télécharger avec le bouton qui est juste là. Vous appuyez et ensuite vous faites télécharger. Donc, c'est vraiment super simple, vraiment très simple. Mais souvent, quand on personnalise un peu un CV, on fait peut-être 2-3 erreurs. Donc, je vais vous montrer une image. Cette image, je pense que vous la voyez juste maintenant. Je laisse tout le monde la lire. Petit silence de quelques secondes. Alors, je pense que maintenant tout le monde l'a lu. Et je pense que la majorité des personnes ont d'abord lu ça en un phénomène qui est assez simple, c'est que les couleurs et la taille de la police, c'est des choses qui sont très importantes et utiles pour mettre en avant des éléments clés de votre CV. Un recruteur, quand il va lire votre CV, il faut que les informations les plus pertinentes elles soient faciles d'accès. Euh, si sa lecture est simple, eh ben, c'est tout bénéfice pour vous. Au contraire, si sa lecture est longue et si c'est fastidieux de trouver vos expériences passées ou votre formation, eh ben, vous partez déjà avec un mauvais point. Donc, je vais illustrer ça avec un exemple. On va voir un peu. Excusez-moi. Alors, le premier exemple, c'est celui-là. Là, je pense qu'on peut tous constater que notre œil est d'abord attiré juste ici. Ensuite, notre œil est attiré juste là. Et enfin, il est attiré là. Donc, c'est naturel. Voilà. Notre œil est attiré là, ici, et ensuite là. Et le deuxième exemple, avec un autre CV, vous allez voir, hop, là, notre œil, il est un peu attiré nulle part. C'est un gros bloc. Le CV, il est peut-être très joli, il est peut-être au goût de beaucoup de personnes, mais c'est un gros bloc.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'informations qui ressortent. Le recruteur, il ne saura pas vraiment par où commencer et il ne sera peut-être pas capable en quelques secondes de faire une synthèse efficace de votre CV. Et donc ça, c'est pas très bien parce que vous pouvez constater que peut-être votre œil, là, il va être d'abord attiré par ce qui est en rouge. Et c'est les dates. Les dates, ce n'est pas l'information la plus importante. Le recruteur, il veut d'abord savoir ce que vous avez fait, où vous l'avez fait et combien de temps vous l'avez fait. Donc la date, voilà, c'est pas important. Il faut vraiment hiérarchiser les informations. Là, on peut voir que sur cet exemple-là, les informations sont très bien hiérarchisées. Euh, D'abord, le titre, donc ce que la personne a fait. Ensuite, où il l'a fait. Bon, là, il n'y a pas la date, mais si on mettrait la date, on la mettrait juste ici en plus petit. Et voilà, les infos sont bien hiérarchisées. Alors que sur l'exemple, excusez-moi, sur l'exemple, alors attendez, sur cet exemple-là, les informations ne sont pas du tout bien hiérarchisées. C'est d'abord la date, ensuite le lieu, et ensuite le titre de l'occupation. Donc voilà, il faut vraiment penser à ça et penser à cette image-là. Il faut mettre en avant des informations importantes. Et un recruteur, ce qu'il a besoin de savoir en quelques secondes, c'est vraiment ce que vous avez fait, où vous l'avez fait et pendant combien de temps. Donc ce CV-là, on peut voir qu'il est très bien, parce que notre œil a tiré ici, ici et ici. Donc un recruteur, en quelques secondes, il va être capable de synthétiser votre CV. Alors que sur ce CV-là, un recruteur, il ne va pas être capable. En quelques secondes, il ne saura pas dire ce que vous avez fait. Il va voir les dates, etc. Donc voilà, il faut toujours se mettre à la place du recruteur pour faire un CV qui soit facile à lire. Mais le CV, voilà, c'est très important. Il y a quelque chose d'autre qui est aussi très important, c'est la lettre de motivation. Et ça, c'est Nelly qui va vous en parler, donc je lui laisse prendre la parole. Ouais, donc bonjour à tous. Donc ouais, évidemment, ce qui accompagne le CV, donc ça sera la lettre de motivation. Donc déjà, la lettre de motivation, ça sert vraiment à montrer votre intérêt, votre plus grande motivation, donc à l'entreprise ou au job, au stage ou même à l'alternance que vous postulez. Ça fait aussi faire la différence parce que c'est vraiment, enfin, des fois, c'est pas obligatoire, on vous le demande pas forcément, mais c'est vraiment un plus, un bonus, c'est vraiment une nouvelle façon de montrer votre personnalité, enfin, autre que le CV. Donc déjà, avant de passer à l'écriture, je recommande de vraiment s'informer sur l'entreprise, que ce soit au niveau des valeurs, de l'histoire, enfin vraiment savoir où vous mettez les pieds pour que le recruteur, quand il va lire votre lettre de motivation, il va comprendre que vous avez été informé et que que vous avez fait des recherches. Voilà. Aussi, il ne faut pas hésiter par exemple, genre, si vous répondez à une annonce sur Internet, pas hésiter à reprendre les mêmes mots que de l'annonce, histoire que voir que vous êtes vraiment en accord avec sur quoi vous postulez. Donc maintenant, je vais passer vraiment à la structure de la lettre. Donc déjà, en début et en fin, je vais vous montrer un exemple plus tard. Il y aura des formules de politesse, évidemment. Ensuite, donc pour ce qui est de la structure de la lettre, c'est toujours, elle doit vraiment être organisée. Donc moi, j'aime bien le simplifier sur moi, vous et nous. Donc en fait, le premier paragraphe, vous allez parler de vous. Le deuxième, vous allez parler de l'entreprise. Et le troisième, ça va être vous plus l'entreprise. Qu'est-ce que ça donne? Donc pour aller un peu plus en détail, pour le premier paragraphe, moi, je conseille toujours de faire une petite phrase, vraiment d'expliquer la raison pour laquelle vous adressez à l'entreprise, si vous répondez à une candidature ou si c'est une candidature spontanée. Et ensuite, du coup, de développer votre personnalité, donc déjà en vous présentant, votre parcours académique, et aussi en présentant votre expérience, vos qualités, vos compétences, vraiment des choses en plus qu'il n'y a pas sur votre CV ou alors que ce n'est pas vraiment évident de voir. Et je conseillerais aussi toujours de laisser quelques petites zones d'ombre pour justement susciter la curiosité et l'intérêt du recruteur parce que tout dire, en fait, ça ne va pas vraiment l'intéresser, il va pas vouloir en voir plus. Donc vraiment, il faut qu'il ait envie de vous rencontrer et d'apprendre davantage sur vous. Aussi, ça c'est une petite astuce, par exemple, si l'entreprise porte une grande importance à la responsabilité, mettre que vous êtes responsable dans votre CV, c'est vraiment un plus. Et toujours en justifiant, par exemple, je suis responsable parce que j'ai élevé 3 grands frères à la maison ou parce que j'ai fait une autre expérience dans ce style-là. Et vraiment être en accord avec ce que l'entreprise veut et les valeurs et l'esprit qu'elle dégage. Pour le deuxième paragraphe, donc ça, vous allez parler de l'entreprise. Dans ce paragraphe, c'est vraiment, vous allez vraiment développer pourquoi vous voulez cette entreprise au lieu d'une autre. Donc, vous allez, grâce aux recherches que vous avez faites, vous allez développer sur pourquoi vous voulez y aller, pour les valeurs, pour l'esprit, pour l'image qu'elle dégage. Et le troisième paragraphe, du coup, ça va être, d'un premier temps, qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc, pourquoi elle vous choisira vous au dépend d'un autre candidat.
Et deuxièmement, qu'est-ce que l'entreprise va vous apporter? Donc en fait, là, c'est vraiment une relation, enfin, c'est vraiment un échange. Et donc c'est vraiment important le troisième paragraphe pour justement conclure l'échange des deux parties. Il y aura toujours un avantage qui viendra. Donc pour les points à éviter, je vais être un peu brève. Déjà, la lettre, c'est pas plus d'une page. Donc, enfin, vraiment, faut être concis, il faut être en même temps direct, mais pas, mais enfin voilà, toujours laisser quelques zones d'ombre. Éviter les fautes d'orthographe, si possible, évidemment. Éviter les répétitions, que ce soit les répétitions de mots, mais aussi de tournures de phrases. Essayer de varier, essayer d'avoir voilà, une lettre dynamique et vraiment qui donne envie de vous rencontrer. Éviter les jeux en début de phrase aussi. On a toujours tendance à dire je suis actuellement en année de médecine, je suis actuellement, je suis positive, je suis, etc. C'est vraiment, enfin, c'est mieux d'avoir par exemple, étant actuellement en troisième année de licence à la Sorbonne, ou alors étant organisé quelque chose qui me correspond. Enfin, vraiment essayer de tourner les phrases différemment pour pas mettre le jeu au début. Et je dirais aussi d'éviter les formules qui vraiment suscitent le doute. Par exemple, au lieu de dire je pense pouvoir apporter à l'entreprise mon aide, vraiment utiliser du futur. J'apporterai mes connaissances, mon expertise, ma bonne humeur. Enfin, vraiment, faites comme si vous y étiez déjà en fait. Et vraiment utiliser du futur, soyez vraiment positif, ne jamais utiliser de négatif. Oui, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre, je sais pas moi, une compétence particulière. Vraiment, parlez que de votre meilleur côté en fait. Et aussi, ne pas utiliser du conditionnel sauf pour les formules de politesse. Donc là, maintenant, je vais passer un peu, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est vraiment une lettre type, une lettre de motivation. Donc toujours en haut à gauche, mettre vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse, email, téléphone. Donc à droite, en haut également, vous allez mettre du coup l'entreprise. Bon là, j'ai mis Dior pour exemple, mais ça peut être n'importe quelle entreprise. Et si vous n'avez pas d'adresse particulière ou de personnes, mettez à l'intention de la direction des ressources humaines, parce qu'en général, c'est eux qui traitent votre lettre de motivation, votre CV. Toujours mettre l'adresse et la date où vous êtes en train de faire la lettre de motivation. Donc pour les formules de politesse, maintenant, toujours en haut, madame, monsieur. Évidemment, si vous ne connaissez pas le sexe du recruteur, sinon si c'est une femme, madame, voilà, ça paraît logique. Du coup, vous aurez les 3 paragraphes, donc votre lettre de motivation. Et enfin, une phrase pour vraiment une formule de politesse. En général, c'est dans l'attente de votre réponse. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Après, ça peut être, il y a plusieurs types de formules. Vous pouvez aussi rajouter une petite phrase le fait, dire que vous restez à disposition si ils ont besoin de plus d'informations. Voilà. Et ne pas oublier de signer la fin. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose qui reflète vos personnalités. Et c'est encore une fois pas une réécriture de CV. C'est vraiment un plus pour apprendre davantage et pour susciter encore plus de la curiosité du recruteur. Voilà, j'espère avoir été claire. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, merci Nelly, merci Arthur et merci Maëlle. Donc, on en a terminé pour cette première partie assez théorique sur l'univers du CV. Donc, on espère que maintenant, vous avez les outils qui sont en votre possession pour pouvoir réaliser le meilleur CV. Mais vous devez vous poser une question, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on fait quoi après? Donc, c'est pour ça qu'on a une deuxième partie qui est beaucoup plus concrète sur cet événement final. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 3 invités qui ont beaucoup d'expérience. On a notamment Monsieur Marc Jachet, qui est responsable Europe, Africa et Middle East de chez Tiffany. Donc Tiffany, une marque que vous connaissez normalement tous. On a aussi Madame Stolowski, qui n'est pas directement RH, mais qui, au quotidien, depuis plusieurs années, fait passer des entretiens et voit tous les jours des dizaines et des dizaines de CV, donc qui aura l'expérience pour vous parler et qui aura notamment des anecdotes à vous raconter sur les CV. Et enfin, on aura Monsieur Bambaron, qui a eu une grande carrière pendant de longues années en entreprise chez Dell. Donc Dell aussi, une marque que vous connaissez tous, donc il aura aussi l'expérience pour répondre à vos questions. Donc je vais maintenant laisser la parole à Enzo et Nin qui géreront un peu plus la deuxième partie de cet événement. Yes, exactement. Merci Imran. Donc voilà, donc comme il l'a dit, c'est bien beau toute la théorie, c'est bien beau les 6 points à respecter, c'est bien beau les points à éviter, mais dans la pratique, ça peut être totalement différent, ça peut dépendre. Et comme l'a notamment souligné Monsieur Bambaron avec ses questions très, très pertinentes, par exemple, qu'est-ce qui se passe si c'est un algorithme qui s'occupe des CV
est-ce que dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça? Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique à la règle? Est-ce que tout est exactement comme ça? Donc, justement, je vais commencer par lancer Monsieur Bambaron, qui du coup nous parlait, qui avait un désaccord avec Arthur par rapport au point évoqué. Normalement, il va pouvoir activer son micro. Bonjour. Ah non, on ne vous entend pas. Il y a peut-être un problème de micro. Bon, sinon on va revenir vers vous le temps que ça se règle, peut-être. Peut-être qu'il faut l'activer, le permettre qu'il puisse parler. C'est activé, pas de Activé. souci. Parce que là, il est marqué comme s'il avait coupé le micro. Oui, pas de souci, je l'ai activé. Je pense qu'il est en train de régler. Bon, pas de souci. De toute façon, c'était prévu qu'on revienne vers vous, monsieur. Vous allez recevoir de l'aide technique. Je pense que de l'aide technique est en route pour vous aider. On va vous rectifier ça. Donc voilà, donc en attendant que monsieur Jachet arrive, je peux peut-être lancer par exemple Madame Tsolowski. Est-ce que vous aviez quelque chose à rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit sur la présentation? Je vais vous activer le micro. Attendez. Hop là, normalement c'est bon. Oui, bonjour à tous. Je me présente juste un mot. Donc, je m'appelle Maria et je suis de formation ingénieure en informatique. C'est dans ce domaine que je travaille depuis 25 ans. Et effectivement, je suis aujourd'hui responsable d'équipe pour une grande banque, donc la Société Générale pour ne pas la nommer. Voilà, j'ai l'occasion très souvent d'avoir des candidatures, de recevoir des gens en interview, de lire des lettres de motivation. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour pouvoir répondre aussi à vos questions. Ce qui a été présenté, c'est très bien, enfin, ça correspond à la réalité. Alors, je peux me permettre juste 2 commentaires et après, je peux répondre à toutes vos questions. Alors, le premier commentaire, je sais que ça a été dit, mais j'insiste, soyez sincères soyez vous-même et soyez sincères dans vos lettres de motivation et dans vos CV. Il faut effectivement vous mettre en valeur, mais ne pas oublier que le recruteur, va s'intéresser à vous, mais il va aussi vous questionner sur tous les points que vous avez effectivement mentionnés. Donc, essayez d'être le plus sincère possible tout en valorisant que ce soit votre parcours, vos compétences, la cohérence de votre projet professionnel ou personnel. Voilà. Et donc, j'avais aussi un petit point alors très technique. N'oubliez pas que de nos jours, ce qui compte aussi, c'est nos réseaux sociaux qui peuvent être personnels ou professionnels. Donc, si vous avez des profils sur LinkedIn, de plus en plus de lycéens ou d'étudiants en ont sur LinkedIn ou sur un autre réseau professionnel, si vous avez des sites internet qui peuvent être en liaison avec le job que vous postulez ou pas, ça peut être en lien avec une passion. N'hésitez pas aussi à les mentionner dans les coordonnées, dans la partie coordonnées de votre CV. C'est important, ça peut faire la différence, ça peut susciter la curiosité du recruteur et effectivement, ça peut créer un lien un petit peu plus personnel et vous sortir du lot quand vous postulez. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est très intéressant et je pense que ça aide de nombreuses personnes. Et on reviendra plus en détail sur certains points plus tard si vous le voulez bien. Et du coup, je crois que c'est bon pour Monsieur Bambaron. Vous m'entendez là? Ah oui, parfaitement. Parfaitement. Non, Arthur a fait une remarque quand il a présenté le contenu de son CV. Alors, ce n'est pas tout à fait les termes qu'il a employés, mais c'est comme ça que moi je les ai perçus. Il a évoqué les listes de points qu'il fallait mettre en avant et à un moment donné, il a dit éviter de mettre des compétences qui ne sont pas dans le sujet de la demande. D'accord? Et c'est là où, alors, c'est juste un avis, hein, et un avis sur du vécu, c'est là où je diverge un peu parce que je prends toujours cet exemple qui est intéressant, et tout à l'heure, je crois que c'est Nelly qui parlait de responsabilité. Par exemple, j'ai eu l'occasion, quand il a fallu faire des choix, et notamment chez les jeunes, d'être très attentif à ceux qui avaient fait le job ou la formation d'animateur, qui n'avaient rien à voir avec mon métier, puisque moi, je vends des ordinateurs. Mais en même temps, le fait de voir que cette personne avait le BAFA ou des choses comme ça, ça la faisait quand même sortir du lot. D'accord? Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Par exemple, évidemment, dire qu'on a travaillé sur les marchés, ça peut peut-être être un peu… Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est à votre libre arbitre. C'est aussi à vous de sentir en fonction, je ne sais pas, de la demande. Est-ce que vous connaissez pas? Mais
ne vous brimez pas de trop. Je crois que la dame précédemment avait parlé de sincérité. Ne vous brimez pas de trop non plus en voulant être totalement formaté, être parfait, parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que vous faites la différence. Et la différence, ça peut être quelque chose qui est hors sujet. Eh bien, merci Donc ça, beaucoup. c'était mon premier point. Après l'algorithme, vous allez y répondre plus tard. Exactement. On en reparlera après. Il me semble que nous avons notre troisième invité qui vient d'arriver, Monsieur Marc Jachet. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour l'audience Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'inviter. Je suis ravi de participer à cet échange. Donc, moi, je m'appelle Marc Jachet. Je suis président Europe de Tiffany, qui fait partie du groupe LVMH. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse tellement mon background, mais j'ai fait Dauphine et le SCP. Et puis, j'ai commencé ma carrière dans la grande consommation. Je suis Unilever et Danone avant de passer dans le groupe LVMH dans l'univers des champagnes. Où j'ai travaillé aussi aux États-Unis avant de passer dans la joaillerie il y a 8 ans, où j'étais patron de la France, puis patron de l'Asie basé à Shanghai et maintenant patron de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, basé entre Paris et Londres. Voilà. Ok, super. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux te poser comme question? Déjà, la première question qui est très importante, c'est comment bien se préparer à un entretien? J'ai envie de dire, c'est 80% de préparation et 20% de talent. Et surtout 100% d'authenticité. Alors, je vais essayer de reprendre sur chacun des points. 80% de préparation, qu'est-ce que ça veut dire? 20% de talent et 100% d'authenticité. L'authenticité, je crois que le pire écueil, quand on passe un entretien, c'est d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas ou d'essayer d'être celui qu'on voudrait que l'autre pense qu'on est alors qu'on ne l'est pas. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Jamais. Et ça ne marche pas comme ça ni en amour, ni dans le business, ni en amitié. Je pense que la notion de sincérité et d'authenticité, les gens se doutent bien en face de vous que vous êtes jeune. On l'a tous été, voilà, tous les intervenants que vous avez eus, je vois Jean-Paul qui vient de terminer. Voilà, on a tous eu 20 ans ou 25 ans. On a tous eu les mains moites avant d'aller en entretien. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls. Bon. Donc ça, ma première recommandation, c'est soyez vous-même. Mais soyez vous-même, ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui a écrit un très bon bouquin, je me souviens, je le ferai passer si vous voulez par Nine ou par Enzo après, qui a un bouquin leadership qui s'appelle « Why should anyone be led by you ?» qui est une super question à poser. C'est quoi la vraie raison? Nelly, je vous vois, Maël, Nolan, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait être dirigé par vous? Pourquoi vous devriez être dans une équipe? Et la réponse que les gars apportent sur 200 pages, because I excite people to a higher level of performance by being myself with skills more. En étant moi-même, mais with skills more, c'est-à-dire avec du talent, avec du travail du quotidien. Et c'est là où on rejoint mon deuxième point, c'est quand même aussi de la préparation. La préparation, pour moi, ce que je n'ai pas de conseil à vous donner, mais une ou deux recommandations. D'abord, c'est quand même toujours pas mal de commencer avec un but en tête. J'ai envie de raconter quoi? J'ai envie de marquer quoi? Pour ceux d'entre vous qui seraient amenés ou qui êtes peut-être déjà amenés à parler des journalistes, ou quand vous regardez la télévision, je sais pas, vous regardez Jean-Jacques Bourdin sur RMC le matin, l'art du politique, c'est de répondre à la question qu'il voudrait qu'on lui ait posée. Donc, il y a quelque part dans le travail de préparation, c'est de se dire déjà, c'est quoi les 3, 4, 5 trucs avec lesquels j'ai envie, aussi bien sur le fond que sur la forme, de laisser mon interlocuteur. Alors, il ne s'agit pas de répondre à côté, parce que c'est une question de respect aussi du recruteur ou de l'opérationnel qui vous… Mais il s'agit de vraiment se dire dans la préparation, voilà, j'ai envie de dire, sur le plan de mes qualités, si c'est travail en équipe, créativité ou quelqu'un qui est très dans la minutie ou dans le détail, c'est vraiment se dire, voilà, j'ai 2-3 messages clés à faire passer. Sur le plan des expériences, même si elles sont encore naissantes, vous avez tous fait des choses très intéressantes. Et à votre âge, on ne se valorise pas forcément bien. On n'a pas forcément complètement confiance en soi. Donc, c'est vraiment un travail, la préparation de papier-crayon, en disant que ce soit sur mes traits de personnalité, ce que j'ai pu réaliser dans mes travaux d'études avec mes camarades à l'école, que j'ai été scout, que j'ai fait du bénévolat ou milité pour une cause dans une association. C'est quoi la substantifique moelle qui sort de ça et d'arriver déjà à mieux vous connaître vous. Et ça vous permet de présenter, à mon avis, une posture d'abord assez claire, articulée, de quelqu'un qui est mature, en étant tout à fait capable de dire aussi les choses dans lesquelles on est peut-être moins bon. Je vais reparler de ce point-là après, Nine. Mais 80% de préparation, c'est ça. C'est un exercice papier-crayon où je fais le tri dans mes expériences pour en sortir les éléments de fond qui peuvent intéresser le recruteur et les éléments de forme
qui sont les plus fidèles à ce que je suis moi comme candidat ou comme candidate. Et puis après, vous avez le talent, et ça c'est 20%. Mais je pense que celui qui pense ou celle qui pense arriver à un entretien en disant je vais le faire à la one again et ça va bien se passer parce que j'ai de la tchatch, a à peu près 80% de chances de se planter. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est pareil que quand on passe un oral pour une école de commerce, c'est parlez-moi de vous, parlez-moi de votre projet, parlez-moi de l'école. Bon. Et la préparation, c'est la préparation sur ce que vous allez dire de vous et un minimum de préparation sur la personne que vous avez en face. Alors, j'imagine que vous allez googler ou passer vos interlocuteurs sur LinkedIn, mais le minimum quand même attendu d'un employeur, si vous lui dites « je suis passionné par l'aéronautique ou je sais pas, le luxe ou la pub », ah bon, vous êtes passionné, dites-moi plus. C'est ou son industrie ou sa boîte. Et si vous ne savez pas, par exemple, si vous candidatez chez Tiffany, qu'on vient d'être acheté en janvier par LVMH, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de documentation qui présente, je dirais, un intérêt sincère finalement dans le job ou dans la boîte pour laquelle vous postulez. Donc la préparation, c'est je fais le tri sur le fond et sur la forme de ce que moi je suis capable de faire et ce que je vais avoir envie de raconter finalement à mon interlocutrice ou mon interlocuteur. Et puis je me renseigne sur 2-3 points qui me paraissent clés par rapport soit au job, soit à la personne qui m'interviewe, soit à la boîte et si possible les 3. Ok, super, c'était très clair, merci beaucoup. Et du coup, petite question technique, en ce qui concerne par exemple les vêtements qu'on doit mettre, est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses à vraiment pas faire Alors, j'ai envie de dire là-dessus, c'est un peu venez comme vous êtes, quoi. C'est la pub McDo, c'est-à-dire que alors s'il y en a certains, j'entends souvent les questions parce que je sais, on se pose toujours la question, est-ce que quelqu'un chez Tiffany peut être tatoué? C'est la grande mode à vos âges, je crois qu'il y en a 1 sur 5 qui est tatoué dans votre tranche d'âge. Moi, j'ai pas de souci avec des gens tatoués. C'est-à-dire que je me fous complètement il faut que l'apparence soit soignée, que les gens soient bien éduqués, bien élevés, raisonnablement polis, etc. Mais je pense que c'est mettez-vous comme vous êtes, un peu mieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être déguisé comme un sapin de Noël. Je pense que ce n'est pas quelque chose dans lequel vous arrivez finalement en n'étant pas vous-même. Vous n'êtes pas non plus obligé d'arriver avec un jean à trous et des Doc Martens non cirés. Ce n'est pas le but non plus. Donc, si jamais vous avez vous-même un style ou vestimentairement, dans votre coiffure, dans le maquillage, etc., où vous vous sentez vous-même, j'ai envie de vous dire, il faudrait que ce soit, je dis ça à mes enfants, moi, sur notamment la gestion des réseaux sociaux, je leur dis toujours, vous postez rien sur les réseaux sociaux que vous ne mettriez pas en 4x3 devant votre école ou devant la maison de vos parents. Bon. Ça, c'est un très bon curseur pour savoir ce qui est intelligent de mettre ou pas sur les réseaux sociaux à vos âges. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on prenait une photo de vous en allant à un entretien et que vous la mettiez devant votre grand-mère, vos parents, vos meilleurs copains, votre petit copain, votre petite copine, est-ce qu'ils diraient c'est vous? Voilà. Et vous avez la réponse, je pense. Si jamais Nine, vous vous sentez à l'aise en tailleur et avec des talons de 7, mettez-vous en tailleur avec des talons de 7. Si Nelly arrive beaucoup plus relax, avec un petit cardigan un peu soigné, un make-up très léger et pas de rouge à lèvres, Nelly, mettez-vous comme ça. Je pense que, et puis, connaissez votre audience. C'est-à-dire que, effectivement, vous arrivez dans une boîte de start-up pour bosser chez Matera ou ailleurs, où vous savez, là aussi, c'est dans votre travail de se renseigner sur l'environnement dans lequel vous allez interagir. C'est important pour l'interlocuteur d'arriver un peu dans le bon fit. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare de la même manière que quand vous allez dans une soirée, si c'est une soirée qui est à thème déguisé, vous n'allez pas arriver non déguisé, vous allez faire tâche. Si jamais il y a un accoutrement, des codes, ou un uniforme, une certaine manière d'être, etc., je conseille, sans vous travestir, d'essayer de rentrer raisonnablement dans ce truc-là. Donc, si c'est la starter cool ou c'est un vrai problème de venir en costume cravate, ne faites surtout pas ça. Et si jamais, effectivement, le fondateur est connu pour venir au bureau en tongs, je ne conseille pas d'aller complètement vers ce truc-là non plus. Je vous parle de vrais trucs, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, dans votre travail de connaissance des interlocuteurs qui sont en face, si vous postulez pour, je sais pas, une chaîne de restauration rapide, ça ne fait pas forcément beaucoup de sens d'arriver en costume cravate. Mais en règle générale, overdress par rapport à underdress. Vous ne prenez pas de risque, en fait. Ce sera un signe de respect qui sera marqué. Mais surtout, évitez le sapin de Noël, les filles, le surmaquillage. C'est pas quelque chose qui vous rend forcément service. Voilà. Mettez-vous en valeur comme vous êtes et vous êtes très bien.
Super, merci. Et du coup, je vais me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit à propos des réseaux sociaux, justement. C'est une question que je me pose et je pense que c'est quand même important à nos âges d'en parler. Est-ce que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que, par exemple, nos recruteurs peuvent regarder Alors, et c'est pas peuvent, Nine, c'est ils regardent. Je vous le dis tout de suite. Toutes les personnes qui rentrent dans le groupe LVMH, en tout cas chez Tiffany, dans mes équipes en Europe, il y a 2 trucs qu'on fait, 3 trucs. La première chose, c'est qu'on regarde les casiers judiciaires, parce que c'est un métier sensible, la joaillerie, donc c'est logique. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fait un background check digital. Et la troisième chose qu'on fait quand ce sont des gens qui ont des expériences passées, c'est éventuellement une prise de référence. Voilà. Mais il est évident, et ça c'est quelque chose dont vous n'avez pas, parce que alors vous êtes des natifs digitaux, vous avez tous eu un iPhone ou l'équivalent quand vous êtes rentré en 6e. Vous avez quoi à peu près tous entre quoi 21 et 24 ans, c'est ça à peu près? oui, c'est ça, 17-24. Ouais, 17-24. Donc vous êtes vraiment tous des natifs digitaux. Et des natifs digitaux, ben, on fait des conneries parfois. C'est l'âge hein, où on en fait. Mais ça, il faut que vous soyez vigilants sur la trace que vous laissez sur les réseaux. Hein. C'est franchement, enfin, de la même manière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez que toutes les photos qui sont sur vos réseaux sociaux, vous les mettriez en 4x3 devant l'entrée de la boîte sur laquelle vous postulez? Et ça vous fait réfléchir, non pas pour avoir des remords, ce qui est fait, mais pour vous dire que ben voilà, vous êtes vos propres promoteurs et promotrices de votre image. Et effectivement, mettre une soirée de beuverie sans même parler des nudes, enfin, c'est des trucs inimaginables. Vous ne pouvez même pas imaginer sur quoi on tombe. On fait jamais, même pour faire plaisir à son petit copain ou sa petite copine, une photo de soi à poil qu'on met sur les réseaux. Jamais on fait ça. Vous ne faites pas ça. C'est une question de respect de vous-même et de votre intégrité. Et ça, ce sont des choses, je connais des gens à qui ça a coûté la carrière. Hein. Donc et alors déjà, la génération de moi qui est bientôt 50 ans, c'est un truc qui nous dépasse. Alors on peut être complètement indulgent, on peut comprendre, mais marketez-vous. Donc une recommandation là-dessus, c'est soyez vigilants. Et si vous avez des traces malheureuses, on va dire, sur certains réseaux, ben, faites nettoyer déjà. Je pense que quand vous commencez à rentrer dans le milieu du travail, alors je ne vous parle pas du truc où vous êtes bras dessus, bras dessous, on veut une bière avec des copains, match de foot, etc. Ça, ce n'est pas du tout un souci. Mais les choses, vous avez suffisamment de jugeote pour vous dire ça peut poser problème. Et si vous dites que ça peut poser problème, sachez que ça en posera un. Encore une fois, prenez cette image, le 4x3 devant la maison de papa et maman ou de ma grand-mère, devant l'école ou devant la boîte pour laquelle je postule. Et vous avez votre réponse. Si vous dites non, je ne pourrais pas faire ça, ben enlevez-le. Ok, bah, parfait, c'est très clair. Et c'est vrai que c'est très important, je trouve, à notre âge, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Et du coup, petite question qu'il faut aussi se poser, quelles sont par exemple certaines qualités qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les jeunes et qui sont vraiment recherchées, requises et vraiment qui font un plus, par exemple, quand on se présente, que ce soit sur un CV ou en entretien, quelque chose qu'on peut dire qui va nous démarquer des autres? Alors, merci Nid pour cette question. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que la jeunesse d'aujourd'hui est perdue, c'est plus ce que c'était, etc. C'est des conneries. Pas du tout. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est extraordinaire. Elle a le vent de face avec cette histoire de Covid qui vous met dans des situations impossibles pour apprendre et faire les choses qu'on devrait faire à votre âge, c'est-à-dire être heureux, rencontrer du monde, voyager, découvrir des choses. Et je trouve que vous êtes tous et toutes extrêmement courageux. Et sachez que les gens qui sont en face de vous le savent parce qu'ils ont tous autour d'eux des jeunes qui galèrent pour trouver un stage, et sauf à être véritablement peu concernés ou manquer d'empathie, les gens ont quand même tous bien conscience. Et vous avez en face de vous des adultes. Le but dans une entreprise, vous ne voulez pas tous les matins en disant comment je peux rendre la vie impossible à mes collaborateurs. Vous voulez qu'ils soient heureux, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils croient au sens de l'entreprise, à la nature du projet que vous portez. Et par rapport à ça, le fait que les gens, je dirais, soient heureux et bien dans leur peau, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, la manière de se présenter, enfin, c'est précisément ta question, c'est comment est-ce qu'il faut se présenter? Est-ce qu'il y a une posture à avoir pour que je la comprenne bien, en fait? Bah ça peut être intéressant aussi, mais ma question c'était est-ce qu'on peut dire quelque chose ou faire quelque chose qui va nous démarquer des autres? Ouais, alors se démarquer des autres. Donc je pense qu'il y a peut-être, je peux peut-être, pour vous aider, réfléchir à un socle, et puis après, le côté cerise sur le gâteau. Parce que beaucoup d'employeurs vous diront qu'ils cherchent systématiquement le mouton à 5 pattes. Et ceux qui ont un petit peu de bouteille savent très bien qu'il n'existe pas. Le mouton à 5 pattes, il existe dans une équipe, c'est-à-dire la capacité à prendre des talents qui ne pensent pas pareil, qui sont tous divers, qui viennent d'horizons très différents. Et ça fait effectivement
ce supplément d'âme que seule une équipe peut apporter. Personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Donc le mouton à 5 pattes, un type qui vous dit je cherche un mouton à 5 pattes, moi je me méfie un petit peu de ça, à titre personnel, parce que je pense que le vrai mouton à 5 pattes, c'est l'entreprise avec une équipe où la magie, la chimie prend, et là effectivement vous avez l'extra mile. Sur le socle, c'est quand même un socle de compétences. Donc c'est un socle de compétences par rapport véritablement à l'attendu des jobs pour lesquels vous pouvez être amené à postuler. Si vous faites un job de vendeuse et que vous êtes une ultra timide, complètement introvertie, et qu'on vous met à l'accueil d'une boutique, par exemple, de mode, un peu branchée, c'est compliqué. Vous savez que vous n'allez pas complètement être dans le casting. Et en fait, ce n'est pas un souci. Vous n'êtes jamais un souci. Il y a quelque part une place pour vous dans ce monde, dans une entreprise. Et ça, je vous le garantis. La question, c'est de trouver la bonne. Donc, le socle de base, c'est un peu consécutif à ce travail finalement d'étude de ce que l'entreprise peut être amenée à attendre, de se dire, est-ce que moi, je corresponds à cette demande? Si jamais vous allez faire un truc en finance, c'est quand même mieux de savoir compter. Si vous faites quelque chose de chef de projet, c'est quand même mieux de bien maîtriser l'organisation très rigoureuse des choses. Si vous faites un travail de com, de RP ou d'attaché de presse, je pense que la qualité de votre relation sociale et votre aisance à créer des relations, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je dirais qu'il y a les attendus, et ça, il faut, à mon avis, les adresser. Je vous recommanderais de les adresser. Donc, sachez ce qui est attendu. Renseignez-vous, regardez les profils des gens qui travaillent dans la boîte. LinkedIn, maintenant, vous avez cette chance d'avoir un accès direct à toutes ces informations en direct, avec un clic. Donc, moi, je remplirais les attendus. Et là, pas forcément de manière scolaire, mais en étant, un peu cocher les croix des attendus du job, à la condition que vous ne racontiez pas de bêtises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne pas raconter qui vous êtes. Et puis après, il y a la question effectivement de la petite cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, on ne prend pas des robots dans une entreprise. C'est d'abord tout, on ne manage pas des dossiers, on manage des hommes et des femmes qui viennent chacun avec leur histoire, leur personnalité, leurs désirs, leurs craintes, leur envie de réalisation. Et ça, je pense qu'il faut être capable de s'en ouvrir. Et je vais peut-être vous étonner, mais je pense que la vraie force, c'est la vulnérabilité. C'est la capacité à se montrer finalement, pas à nu, parce que ce n'est pas les lieux où on se met à nu, mais dans une forme de sincérité, de vérité, parce que quelque part, vous allez aligner votre interlocuteur sur cette même base. C'est-à-dire que ce n'est pas du pipeau contre pipeau, pipeau contre pipeau. C'est une relation adulte à adulte, pour ceux d'entre vous qui avaient fait un peu d'analyse transactionnelle, d'un besoin qui rencontre une demande et avec une connexion humaine. Et je pense que ce que vous pouvez partager de vous et ce que vous faites passer de vous-même, si vous êtes quelqu'un dont vous êtes connu en école pour être celui qui fait marrer tout le monde, ce n'est pas forcément gênant de montrer que vous avez de l'humour. Au contraire, c'est bien. De toutes les façons, quand vous allez vous retrouver le lundi matin, les gens vont le percevoir. On passe souvent beaucoup d'énergie à cacher ce qu'on est vraiment. Or, il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent que quand vous mettez 100 personnes dans une salle et que vous donnez 5 minutes à chacune des 99 autres personnes pour en rencontrer une, et que vous leur demandez 3 adjectifs à la fin qui vont caractériser cette personne en 5 minutes, vous allez avoir 80% de corrélation de gens qui vont vous dire globalement, voilà ce qu'on a perçu de cette personne-là. Donc en fait, malgré tous les efforts qu'on fait, on est assez lisible pour montrer ce qu'on n'est pas. Et en fait, heureusement. Donc, Nine, pour répondre à votre question, les attendus, c'est une chose, mais la cerise sur le gâteau, c'est montrer votre sincérité, votre spécificité, que vous pouvez faire passer. Encore une fois, c'est très difficile à votre âge de parler de vous. Vous n'êtes pas forcément toujours à l'aise, mais vous pouvez le faire passer par des expériences. Voilà. Quelqu'un qui va, alors là, les théâtres sont fermés, mais quelqu'un qui a une passion secrète pour le théâtre, quelqu'un qui, sans en faire la publicité, fait du volontariat au Resto du Cœur, ou quelqu'un qui s'occupe de faire des maraudes avec des SDF, quelqu'un qui est DJ ou qui est rappeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous voyez ce que je veux dire là, mais laissez transparaître un peu de vous. Je pense que vous attendez aussi cette sincérité des gens qui vont de vos maîtres de stage ou pour vos premiers jobs. Eux aussi ils l'attendent. Ils ont envie de savoir qui vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire en étant vous-même et sincèrement. Super, merci. C'était très très clair et très Je voudrais intéressant. rajouter un point, je n'enlèverai rien à ce qu'a dit Marc, vraiment. J'insisterai sur… Vous m'entendez?
Oui, Fort oui. bien, oui. Oui, bien sûr, allez-y. J'insisterai, et c'est vrai que quand vous êtes jeune, c'est compliqué pour vous, sur l'authenticité, la sincérité. Je crois que Maria l'a dit, Marc l'a redit, ça c'est fondamental et c'est pas facile pour vous, on s'en rend bien compte. Il y a quand même une qualité particulière que je mettrai en avant qui est pour moi très importante et je ne pense pas qu'être, c'est ce qu'on appelle la qualité d'écoute. La qualité d'écoute, c'est-à-dire que même si vous avez plein de belles choses à raconter, à un moment donné, la personne en face va aussi vous donner des informations, va essayer de vous orienter. Et il est très important que vous ayez, excusez-moi, que vous essayiez de bien écouter ce que l'on vous dit et d'être pertinent dans les réponses que vous apportez. Un piège qui est tendu et que j'avoue l'avoir fait, pas trop pour les jeunes pour le coup, mais sur d'autres un peu moins jeunes, c'est je décris, il y a 3 situations qui sont importantes pour moi, je parle de la première, je parle de la deuxième, et j'attends que mon interlocuteur, alors évidemment, c'est pas dans les 10 secondes qui suivent, on développe la première, on développe la deuxième, et j'attends qu'à un moment donné, mon interlocuteur me dise, mais au fait, quelle est la troisième? C'est des petits détails comme ça qui démontrent une qualité d'écoute. Et dans quel que soit le job que l'on fait, vous êtes quand même tous amenés à faire des jobs, je l'espère pour vous, intéressants, et on parlait de transactionnel tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental. Après, le sens de la répartie, le sens de l'humour, vous ne l'avez pas. Comment dirais-je, la vivacité d'esprit, j'espère pour vous. Mais bon, Marc l'a très bien dit, il y a de la place pour tout le monde. Et la qualité d'écoute, vraiment, si je ne sais pas si Marc, vous partagez mon avis, mais je pense que c'est quand même un élément important. Si, je partage complètement cet avis, Jean-Paul. Après, je pense que dans un entretien, vous êtes quand même là pour parler de vous. Et un entretien où votre interlocuteur en face de vous va mener 80% de l'entretien, c'est un problème. C'est-à-dire que vous ne l'aurez pas attrapé. Mais sur les phases notamment où si l'interlocuteur a un peu de métier en face de vous, il vous donnera l'occasion de poser des questions à la fin ou de vous dire écoutez. Écoutez, vous pouvez faire un travail de reformulation qui montre que la qualité de son écoute, elle se manifeste par la qualité du contact, par la capacité non verbale de faire ah bon, d'accord, je comprends, par cette manière voilà, la qualité de présence. Si la personne prend le temps finalement de vous parler, de vous dire des choses, bah, le respect commande de l'écouter, c'est vrai. D'ailleurs, Madame Tolowski, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'écoute aussi. Ce que vous en pensez? Ah oui, oui, bah moi je suis tout à fait d'accord. En fait, Marc vient d'en parler, mais pour insister sur le côté psychologique, 90% de la communication dans une conversation passe par tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire votre regard, vos gestes, la réaction même votre position. Donc, n'hésitez pas lors de vos entretiens à regarder dans les yeux, enfin pas forcément fixement, hein, mais effectivement de ne pas baisser le regard systématiquement. Voilà, enfin être interactif. N'hésitez pas à préparer effectivement aussi des questions parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un entretien un petit peu à double sens aussi. Vous êtes là aussi pour montrer votre intérêt pour le poste et pour poser des questions qui peuvent être pertinentes. Je ne parle pas des questions tout à fait matérielles ou sans intérêt, mais effectivement des questions qui montrent votre motivation et le fait que vous souhaitez en savoir plus sur le job, l'entreprise, l'équipe dans laquelle vous allez travailler. Je rebondirai sur ce que vous venez de dire, Maria, pour peut-être vous donner un petit outil, un petit truc qui est pas mal et qui est inspiré de Victor Hugo, qui passait ses textes au gueuloir. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le gueuloir, il hurlait ses textes, ses poèmes, pour voir comment ça sonnait. Eh bien, il y a une technique qui est pas mal quand on est en entretien, parce qu'on ne voit pas justement tout ce non-verbal dont Maria vient de parler. C'est de passer un entretien, notamment quand vous voulez dérouler un peu votre plan des choses clés que vous voulez dire. Faites-le devant un miroir. Et regardez-vous, vous regardez vos yeux, regardez votre bouche, vos mimiques, regardez votre expression verbale. C'est pas mal ça. D'abord, ça donne confiance, on se trouve pas mal. Donc, c'est un petit truc voilà, que je vous dis. C'est pas mal de gens qui sont des présentateurs aussi sur scène font ça. Passez ça au gueuloir devant un miroir, c'est pas mal. Ça vous donne un peu de... Parce qu'on ne se voit pas en fait. On ne se voit pas des jambes croisées, on ne se voit pas avec le rictus, on ne se voit pas tout comme ça. Voilà, si ceux d'entre vous sont intéressés.
Pour compléter ça, effectivement, ça touche à un point qui est la préparation de l'entretien. Donc, on a parlé un petit peu de préparation de vêtements, etc. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer votre entretien avec vos amis ou vos proches et ça peut être très pertinent aussi puisque justement, ils peuvent vous voir tel que vous êtes et vous remontez en fait des informations pertinentes pour que vous corrigiez telle ou telle posture, telle ou telle réponse et préparer un petit peu aussi les questions classiques qui sont souvent quels sont vos défauts, vos qualités, que pensent vos proches de vous, etc., etc. On peut lister toutes ces questions qui peuvent être effectivement très, très souvent posées en entretien et que vous devez préparer. Enfin, le mieux est de préparer effectivement à l'avance. Petite utilité, rebondissant encore sur Maria, ce que vous venez de dire, ce qu'on appelle le pitch d'ascenseur. Est-ce que vous êtes capable de vous pitcher en 30 secondes si jamais vous montiez entre le rez-de-chaussée et le 5e étage et que sortent les idées clés de votre candidature? Vous êtes capable de le faire en 3 minutes, en 10 minutes ou en 30. Et quelque part, c'est pour ça que je vous dis que c'est 80% de travail et de préparation et 20% de talent. Si vous avez fait un vrai travail de préparation, vous parlez de vous, vous articulez, vous dites, voilà, les points clés chez moi, il me semble qu'il y en a 3. Premier, le deuxième, le troisième, vous les avez en tête, c'est clair, vous avez votre ossature, vous êtes votre colonne vertébrale. Vous êtes en mesure de l'articuler en 30 secondes, en 3 minutes et en 30. Ok, super. Bah, c'était très intéressant, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que Marc a dit à propos de LinkedIn. C'était une question que je voulais poser d'ailleurs, donc c'est parfait. Je voulais savoir si c'était vraiment un outil qui est essentiel maintenant de nos jours ou c'est plus vu comme un plus au niveau du travail tout simplement. Alors, LinkedIn, sachez que c'est un véritable outil professionnel. Après, je suis toujours un peu méfiant quand je parle des réseaux sociaux parce que moi, je suis un peu un vieux par rapport à vous. Donc, moi, ce qui me paraît très utile sur LinkedIn, c'est un réseau social pour les gens de ma génération qui est fondamental. Il est fondamental parce qu'on y fait du business, on y trouve des collaborateurs et sauf avoir des chasses très compliquées, vous avez maintenant pas mal de patrons des ressources humaines. Moi, les équipes de ressources humaines chez nous en Europe doivent sourcer à peu près 60 à 70% des profils sur LinkedIn. Alors, il y a des travails parce qu'ils ont en fait des comptes employeurs qui leur donnent accès à des choses que vous ne voyez pas. La qualité de vos connexions, par exemple, même si vous êtes en cachet, ils peuvent voir votre réseau. Ça, ce sont les comptes employeurs ressources humaines qui sont des licences, en fait, qui s'achètent auprès de LinkedIn. Ils peuvent regarder la qualité de votre activité, ils peuvent regarder vos posts, même si vous êtes en privé. Donc, LinkedIn, pour moi, c'est une vitrine professionnelle. J'encourage plutôt à pas forcément poster de perso sur LinkedIn. Vous avez tout intérêt à plutôt marquer, parce qu'on peut aller regarder quels sont vos likes, à quoi est-ce que vous vous intéressez, à l'actualité, à un secteur particulier. Est-ce que vous postez du contenu qui peut être intéressant? Donc oui, Nine, être actif sur LinkedIn quand on est en recherche de job me paraît être une bonne idée. Super, merci. Bah, écoutez, on va passer au chat maintenant. On a quelques questions. Juste avant, peut-être que M. Bombaron ou Mme Solowski voulaient rebondir sur LinkedIn. Moi, je peux juste compléter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc dit. C'est presque incontournable. Enfin, aujourd'hui, les réseaux professionnels, et d'autant plus que ça peut, au-delà du fait que c'est une vitrine pour vous, ça peut vous aider à trouver un job ou un stage parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'annonces qui passent par nos propres réseaux. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur LinkedIn et à suivre l'actualité. Voilà. Enfin, c'est comme tous les réseaux sociaux, même, je dirais pas professionnels. Donc, on apprend beaucoup de choses et on suit l'actualité sur LinkedIn très, très bien. Alors, moi qui suis bien plus vieux que Marc, et donc qui est toujours une défiance par rapport aux réseaux sociaux, LinkedIn, c'est celui que j'emploie, que j'utilise. Voilà. Alors, dans un contexte professionnel et rien d'autre. Voilà. Maintenant, là-dessus, alors là excusez-moi, je fais très très vieux. Pour moi, les réseaux sociaux, à votre âge, c'est plus un risque qu'un avantage. C'est-à-dire que Marc l'a très bien expliqué tout à l'heure, on a envie de se marrer, on a envie d'échanger, voilà. Faites super attention parce que aujourd'hui les employeurs regardent tout ça. Marc l'a bien expliqué encore une fois. Voilà, donc soyez prudents là-dessus. Et pour revenir sur LinkedIn, de mon point de vue, aujourd'hui, même si de temps en temps ça dérive un petit peu, ça reste le réseau social professionnel.
Merci beaucoup. Donc voilà, donc comme le disait Nine, c'est le moment. N'hésitez pas si dans le chat vous avez des questions, on va les poser à nos invités tout de suite. Imran, je te laisse procéder avec celles que tu as pu remonter jusqu'à maintenant. Oui, donc moi, il y a une question qui m'a marqué, parce que je pense que le connaissant personnellement, donc Harry Zerbib, qui est un étudiant à l'IESEG avec nous en école de commerce, demande s'il faut prendre le risque de faire de l'humour ou cela va être pris pour un manque de sérieux et donc éliminatoire en entretien. Alors, je vais répondre parce que j'aime bien l'humour, mais euh, et puis je ne veux pas dire à chaque fois que Marc l'a déjà dit, mais soyez vous-même. Et soyez vous-même et soyez capable d'analyser au moment de l'entretien si c'est faisable ou pas. Voilà. Maintenant, si vous êtes arrivé, vous racontez que des histoires drôles, là, c'est un peu too much. Mais encore une fois, à vous de voir pendant l'entretien, est-ce qu'on peut glisser, alors je ne parle pas d'histoire drôle, mais une pointe d'humour, des choses comme ça. C'est à vous de le sentir. Et puis, si c'est dans votre nature, c'est dans votre nature. Là aussi, hein, Marc a expliqué les 80, les 100%, et on va vite déterminer que c'est un trait de caractère chez vous. Et si c'est le cas, voilà. Mais il faut le sentir. Il faut le sentir, parce que si l'interlocuteur en face, il n'est pas réceptif à ce genre de choses, ne vous y risquez pas trop. Ok, super, merci beaucoup. Une autre question qui nous est remontée, c'est du coup à l'heure actuelle avec du coup le contexte de Covid, des entreprises, c'est très compliqué d'obtenir des entretiens. Du coup, il demande quelle est la meilleure technique? Qu'est-ce que vous conseillerez? Est-ce qu'il faut postuler un maximum d'offres d'emploi en ligne ou alors démarcher en vrai pour ce qui est possible? Même s'ils ne proposent pas forcément, c'est quoi vos conseils dans cette situation particulière de contexte sanitaire? Alors, moi, je vais prendre cette question-là parce que c'est un truc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté à l'invitation de Nine de venir vous parler, parce que je considère que nous avons, nous, la chance, les vieux, hein, on va dire, qui sont dans les boîtes, nous avons une responsabilité vis-à-vis de votre génération. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous laisser tomber dans ces épreuves que vous traversez. Et si on peut vous donner une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure de notre temps, de temps en temps pour vous aider, ça me paraît tout à fait normal. Sachez qu'aujourd'hui, les gens le savent en face de vous, ça. Ils le savent très bien que ce n'est pas complètement évident de trouver le super stage ou le super job. Je pense que le truc fondamental, c'est de ne pas rester inactif. C'est-à-dire que vous avez quand même aujourd'hui des besoins. Et ça n'est pas forcément de manière linéaire en allant faire le job d'assistant chef de produit chez L'Oréal dont vous rêvez ou le job d'analyste financier chez, je ne sais pas, Michelin ou autre, dont vous rêvez, que vous allez construire de l'expérience. À vos âges, vous pouvez faire des choses très obliques, très différentes, qui vont elles-mêmes construire de l'expérience. Le pire, c'est rester inactif, c'est-à-dire vraiment rien faire. Et dans le pire du pire, je ne sais pas, faites un boulot de vente, faites du bénévolat, faites des choses qui vont, une entreprise à qui on ne coûte rien, ou voilà, dans le contexte actuel où les choses sont un peu gelées. Moi, je vous encourage à essayer des choses qui peuvent être très différentes. Allez à la découverte de la différence ça peut être une association, ça peut être, mais je crois que oui, c'est difficile, à l'évidence, c'est difficile. Mais je vous dirais, ne restez pas actif. Première chose. Deuxième chose, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup plus de chances en faisant jouer le réseau direct le plus proche possible que vous avez de décrocher quelque chose. Parce que vous allez avoir le coup de pouce. Et que directement d'aller chercher le job, le dream job, où vous allez être 150 à le vouloir. Donc, moi, j'irais dans le contexte, et ça rejoint un peu mon point aussi, mais j'irais dans le contexte où prenez un peu les choses comme elles viennent, et puis n'hésitez pas, le parrain, le père, parlez-en autour de vous aussi. Encore une fois, je suis convaincu que 90% des adultes qui vous regardent aujourd'hui ont globalement l'envie de vous aider. Moi, je vois dans tous mes amis de mon âge, quand on peut filer un coup de main, alors il ne faut pas prendre trop de temps, mais quand on peut filer un coup de main, on le fait. Évidemment qu'on le fait. Donc, sollicitez vos entourages, et vos entourages, ça peut être large. C'est aussi un apprentissage d'une recherche d'emploi que d'être capable d'aller, la prochaine fois, mesdemoiselles, quand vous allez chez le coiffeur, de dire, vous ne connaissez pas quelqu'un qui cherche un stagiaire, voilà, je suis une jeune fille bosseuse, brillante, je suis dans le top 10 de ma promo, j'ai super envie, c'est pas facile, j'ai besoin d'aide. Voilà, ça c'est des postures, je vois pas des gens vous dire, non, j'en ai rien à faire de ton histoire.
franchement. Et donc, au pire des cas, enfin, ou alors, c'est pas des gens, c'est vraiment des gens pas sympas. Donc, moi, je dirais, tapez dans le premier cercle et puis après, élargissez. Et après, ça sert à rien d'envoyer 150 CV automatiques dans les boîtes mail. Faites un peu de personnalisation, même dans vos lettres de motivation. Je vous disais, on parle de vous, on parle de son projet et on parle de l'autre dans un entretien. Parlez de vous, parlez de votre projet et parlez de la boîte. Si vous dites, je rêve de faire un stage dans votre société, vous ne dites pas un mot sur le truc. Non, étant moi-même intéressé par l'univers de la cosmétique, j'ai envie d'intégrer le leader mondial comme première expérience à un poste de marketing. Ce n'est pas un effort quand même démesuré, dément de demander ça dans une lettre de motivation, d'arriver à parler un tout petit peu de la personne à qui vous faites une demande, quoi. Donc, personnellement, mais je me trompe peut-être, Enzo, je recommanderais le cercle proche, étendre sur les gens qui peuvent eux-mêmes connaître du monde, et après, plutôt des approches personnalisées que une espèce de carpet bombing comme ça, en disant il y a bien un hameçon qui va prendre. Est-ce que l'un des autres invités veut ajouter quelque chose? Alors, moi, j'ai plus une question qu'une réponse. Est-ce que dans ce cercle, est-ce que votre école elle-même fait des choses, propose des stages? Parce que ça, je l'entends jamais, mais peut-être je me trompe, mais je me disais que l'IESEC, quand même, avait une cellule, quelque part, qui permet aussi à ses étudiants et peut-être une cellule bien plus ciblée que ce que l'on peut faire. C'est le cas ou c'est pas le cas? Alors, oui, à l'IESEG, on dispose d'un système qui s'appelle le Career Center. C'est une sorte de LinkedIn interne à l'IESEG où on peut trouver des offres de stage. Ça regroupe surtout des offres de stage supérieurs, des stages cadres, des stages de 6 mois, 5 mois, des postes plus élevés. Donc, ça dépend du type de stage, mais on a cette option-là aussi, évidemment, qui peut nous aider. Je ne l'ai pas précisé parce que Thibaut est au courant car il est à l'école avec nous. Mais évidemment qu'il y a aussi, dans vos écoles, dans vos institutions, regarder autour de vous des systèmes qui existent. Et oui, Madame Tchelowski. En fait, je voulais juste compléter parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc dit. Surtout, diversifiez-vous, enfin, diversifiez vos canaux et n'hésitez pas à mettre à l'œuvre votre imagination. Aujourd'hui, on peut faire des petites annonces, des petits posters, des cartes, des emailing, etc. Et en fait, le point que je voulais rajouter par rapport à ce que Marc a dit, n'hésitez surtout pas à vous remettre en question. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer 150 mails, ça ne sert à rien d'aller voir 150 boutiques. Si ça ne donne rien, remettez-vous en question, posez-vous la question pourquoi ça ne fonctionne pas. Effectivement, aujourd'hui, si vous avez décidé de travailler dans la restauration, même si vous faites 200 proches, etc., ben vous n'aurez pas de job. Donc, essayez de trouver effectivement des branches, des entreprises, etc., mais diversifiez. Et si vous ne trouvez pas, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, Maria. Si vous ne trouvez pas, ne restez pas inactif. Il y a besoin de bras. Et au pire des cas, vous allez vous faire un mois de service dans un resto qui va rouvrir cet été sur votre lieu de vacances. Vous allez vous faire 1200, 1300, peut-être 1500, 1600 avec les pourboires. Et vous pourrez toujours dire à un employeur, vous savez quoi, il n'y avait pas de job, mais pour moi, ce n'était pas question de rester inactif. Et de toutes les manières, vous apprendrez ce que pourra être, parce que beaucoup d'entre vous vous destinez à des carrières de manager, la réalité du travail, parfois répétitif. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages ouvriers, mais je peux vous assurer que c'est pas mal de passer par cette case-là, parce que vous avez tous fait des bons bacs, vous avez été prêt à l'IESEC, donc il y a eu déjà un premier tri qui a été fait, ou dans d'autres écoles. Vous allez être bien faites, vous devez raisonnablement bosser vos cours, mais à un moment se coller à la réalité de ce que peut être une tâche répétitive, perçue peut-être comme ingrate quand on regarde de ça de haut avec les yeux d'un futur cadre, eh ben, je pense qu'il peut y avoir un apprentissage tout à fait bénéfique et salutaire même à le faire. Très bien, merci beaucoup. Autre question du chat, un autre sujet, mais on l'avait un peu abordé tout à l'heure. Est-ce que durant l'entretien, il est recommandé ou est-ce une bonne chose de prendre des notes? Moi, je dirais oui. Oui, parce que c'est une manière de porter de l'attention à ce que l'autre vous dit. Et Jean-Paul, tout à l'heure, parlait de l'importance de la qualité d'écoute. C'est une manière de dire que voilà, ce que vous me dites est important, je me permets d'en prendre note. Est-ce que je peux avoir envie de revenir dessus ou voilà. Tout en restant attentif à l'entretien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, l'entretien s'arrête parce que vous écrivez. Voilà, il faut, voilà, donc c'est prendre des mots-clés, c'est prendre des éléments. C'est même pendant l'entretien
entretien, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu, donc plutôt que d'interrompre mon interlocuteur, si jamais il parle de trop, c'est voilà, noter que vous avez une question à lui poser, des choses comme ça. Mais il faut toujours garder cette interaction avec l'interlocuteur qui me paraît être essentielle dans une bonne tenue. Merci. Et du coup, j'aimerais revenir du coup sur le sujet qu'on avait abordé au début grâce à Monsieur Bambaron. Je vais donc lui donner la parole en premier. Par rapport à donc les CV, que se passe-t-il si c'est une intelligence artificielle ou un programme qui gère les CV? Donc, est-ce que ça existe réellement en entreprise? Comment ça se passe? Comment faire? Alors, moi, je ne suis pas RH, hein, mais et puis j'ai la chance dans l'entreprise. Voilà, avant de recevoir les candidats, il y a beaucoup de filtres. Mais paradoxalement, et c'est un élément que quand il s'agit des jeunes gens, ça m'intéresse de les rencontrer, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas là. Euh, mais je crois, c'est pour ça que j'ai soulevé ce point-là, je crois qu'aujourd'hui, il y a chez les ressources humaines, et peut-être que Marianne nous en dira plus, tellement il y a une quantité de CV importante, il y a aujourd'hui les CV sont passés sur des algorithmes, hein, des moteurs de recherche, je ne sais pas comment on appelle ça, qui justement, à un moment donné, fait une première sélection de ça. Alors basé sur quoi? Sur des mots-clés? Honnêtement, je n'en sais rien, mais je me pose vraiment la question. Je me pose vraiment la question si c'est le cas. Mais alors, pour rebondir, je crois que ce qu'on a à peu près tous dit, Marielle l'a dit, Marc l'a dit, c'est que l'envoi de mes lignes comme ça à la chaîne, c'est peut-être pas la meilleure des idées. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors après, vous pouvez être, par contre, et ça vous ne le savez pas au moment de répondre, vous pouvez être très nombreux à répondre à une même annonce. Voilà, donc je me pose la question, mais honnêtement, je n'ai pas la réponse, parce que ce n'est pas mon domaine de, je dirais, de prédilection. Bah, si un ou deux de nos invités a la réponse, sinon j'apporterai ce que nous avons trouvé dans nos recherches. Si un autre a déjà, enfin, parmi vous, Madame Tolowski ou Monsieur Jachet, si vous avez été confronté à ce système, et si c'est pas tabou, par exemple, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai pas de tabou. Je ne connais pas d'entreprise, en tout cas jusqu'à là, qui fait une sélection proprement parlée sur le CV. Effectivement, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont scanner votre CV, comme ça se fait d'ailleurs sur les sites de candidature, hein. Ils vont scanner automatiquement votre CV, vont essayer de classer des cases, etc. Mais pour l'instant, ces algorithmes-là, dans les entreprises surtout, remplissent des bases de données. Et après, effectivement, en fonction de la recherche de l'entreprise, le responsable RH ira chercher dans la base de données le poste ou les qualités ou les compétences qu'il recherche. Maintenant, ce système-là est très très rare pour l'instant pour tout ce qui est stage ou job étudiant, parce qu'on sait très bien effectivement que les stages étudiants, les jobs étudiants, les alternances, etc. ne sont pas si ciblés. Et je confirme ce que Marc a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui les entreprises essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, en tout cas mon entreprise le fait, pour mettre en place des solutions, des programmes, des canaux spécifiques aux jeunes pour aider autant qu'on le peut. Et c'est certainement pas un algorithme aujourd'hui qui va vous dire oui ou non sans qu'il y ait une intervention humaine. Très bien. Bah, c'est un peu ce que les échos qu'on avait eus lorsqu'on avait préparé donc notre présentation. Deux choses, donc comme Mme Tolowski vient de le dire, la réalité, enfin, il y a plus de chances et c'est plus souvent que pour la recherche de stage ou de job, ça va être une réelle personne qui va regarder votre CV. Et même s'il y a un algorithme, la réelle personne la verra aussi. Donc inutile d'essayer de truquer la demande de CV. Et puis même s'il y avait un algorithme ou une intelligence artificielle, lorsque vous allez faire votre CV, comme Maël et Arthur vous l'ont expliqué, vous allez mettre des mots-clés de base, car vous n'allez pas rédiger forcément tout. Et donc, une intelligence artificielle se basera là-dessus. Donc, vraiment, si vous faites votre CV naturellement, comme il a été indiqué, comme sur une belle présentation, même s'il y a un algorithme, même s'il y a une intelligence artificielle, cela sera toujours aussi efficace. Nine, il me semble que tu avais une question. Oui, j'aimerais juste préciser, du coup le live s'étend un peu en durée parce que c'est très intéressant et les gens posent beaucoup de questions. Nous savons que votre temps est très précieux. Si jamais vous avez besoin de partir, il n'y a aucun souci, vous êtes libre de vos fonctions. On ne voudrait pas vous retenir en étage. Voilà. Ok, bon bah j'enchaîne. Et si vous voulez quelqu'un qui nous demande si
c'est bien d'accepter des invitations de la part d'inconnus sur LinkedIn parce que, par exemple, il nous dit que souvent, il y a des invitations de personnes totalement inconnues qui ont souvent des milliers de relations un petit peu diverses et du n'importe quoi. Question, est-ce qu'on accepte les invitations d'inconnus si le job est totalement inconnu ou si le job est bien, même, enfin, c'est un détail. Est-ce qu'il vaut mieux les accepter ou vaut mieux garder notre réseau avec les personnes qu'on connaît, qui ont je sais pas, des liens avec nous ou des choses comme ça? Moi, alors, je n'ai pas trop de conseils à donner, je peux vous dire ce que je fais moi. Et ce que j'ai toujours fait depuis que LinkedIn existe, donc ça fait quand même un paquet de temps. Je n'ai sur mon profil LinkedIn dans mes contacts que des gens que j'ai rencontrés au moins une fois ou à qui j'ai parlé au moins une fois. Donc c'est qui ne sont pas un titre ou juste une photo ou un voilà. En revanche, j'ai des demandes de partout et je ne les prends pas si ce n'est pas des gens que je connais de manière directe ou indirecte parce que finalement ça finit par devoir parce que je décide moi de ne pas être un gros créateur de contenu sur LinkedIn, hein. Donc je ne cherche pas du reach à avoir 15 000, 20 000, mais j'en ai déjà 2700 et je trouve que c'est suffisant, quoi. Alors, je vais faire comme Marc, je vais parler de moi. Et donc, j'ai fait pire que Marc parce que moi, je n'ai jamais sollicité quelqu'un sur LinkedIn. C'est stupide, mais c'est une règle que je me suis instaurée. Pour autant, ce que Marc et moi on fait, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que nous, on a l'expérience. Enfin, on va dire que notre carrière, enfin, bon, la mienne, elle est Et largement. derrière nous, bien sûr. Voilà, alors que vous, ben, en même temps, si on dit qu'il faut essayer je dirais, d'étendre son réseau, la question c'est de savoir quel risque on prend à accepter. Moi, aujourd'hui, à votre place, j'en vois pas beaucoup. Vous pouvez avoir qu'une bonne surprise. C'est un réseau professionnel, c'est pas un réseau où vous allez poster des choses. Voilà, vous allez poster vos expériences, quelquefois des publications qui peuvent intéresser la communauté, une communauté. Donc, je ne vois pas le risque à refuser, enfin à accepter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, il faut peut-être un petit peu être sélectif, mais en général, les gens qui vont vous pinguer, à moins qu'ils fassent, je ne crois pas que LinkedIn l'autorise, un espèce de grand mailing sur LinkedIn en sélectionnant tout le monde, ce que je ne crois pas. Mais donc, à votre âge, j'aurais tendance à dire allez-y, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Je vais vous donner mon retour aussi. Effectivement, moi, je suis plus proche de ce que Marc vous dit, c'est-à-dire, moi, j'accepte les invitations des personnes que j'ai rencontrées, directement ou directement, et au moins pour lesquelles je sais quel est leur poste, quelle est leur entreprise. Alors, pourquoi? Effectivement, le risque d'accepter des invitations de personnes que vous ne connaissez pas n'est pas grand sur LinkedIn aujourd'hui. Cela dit, vous serez quand même référencé en tant que personne connaissant une autre personne. Donc, si vous ne connaissez pas cette personne, et je vous assure que les trolls existent aussi sur LinkedIn, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, pas au sens, enfin, je dirais criminalité, mais en tout cas être connecté à quelqu'un qui n'est pas forcément bien vu. S'il y a un conseil que je peux vous donner, effectivement, avant d'accepter, n'hésitez pas à accepter, mais avant d'accepter, regardez le profil, regardez quelles sont les personnes dans le réseau du contact qui vous sollicitent, quelle est son entreprise, quel est son job, quel peut être éventuellement son intérêt, pourquoi il vous sollicite. Et attendez quelques jours parce qu'effectivement, il y a des profils qui vous sollicitent et qui disparaissent au bout de quelques jours. Donc, ça vous évitera au moins un premier niveau de surprise, de mauvaise surprise. Et de la même manière, comme LinkedIn est vraiment regardé pour le coup par les recruteurs, pas de poste, pour vous donner aussi une petite règle, peut-être un repère, pas de poste que vous vous sentiriez mal à l'aise de relire en présence d'un recruteur. Voilà. Vous avez tous vu ce qui est arrivé, je ne sais plus comment il s'appelle, ce candidat de The Voice récemment qui avait une voix canon. Il s'est fait bâcher pour un tweet quand il avait 16 ans, je crois, qui était odieux d'ailleurs, ce tweet, scandaleux. Heureusement qu'il s'est fait virer. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Lui, il avait 16 ans. Pardon? Il avait 16 ans. Il avait 16 ans, voilà, c'est ça. Il avait 16 ans. Donc sur LinkedIn, c'est vraiment un outil d'image professionnelle. Bah voilà, alors vous n'avez pas de trucs horribles généralement qui circulent sur LinkedIn, mais on évite les âneries, quoi. Utilisez votre bon sens et évitez les âneries. Ça me paraît, là aussi, je reviens. Rien que vous ne montriez pas à la grand-mère ou que vous ne montreriez pas à un recruteur.
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour broser vos posts sur LinkedIn ou vos likes sur LinkedIn à un preneur recruteur, eh ben, le faites pas. Il y a tous les trucs actuellement, je sais parce que j'ai un ami qui me l'a dit, j'ai un copain qui a une startup et qui recrutait. Et il a vu une fille qui était super active dans le browsing digital qu'il a fait, le petit background check léger, hein, parce qu'il n'a pas non plus des heures à y passer. Il a vu une fille hyper active et hyper vindicative sur Balance ta startup. Hyper vindicative. Vous avez entendu tous parler de ce truc-là sur Instagram. Eh ben, il l'a pas prise. Elle n'était pas plaintive. Hein. Oui, c'est tous des enfoirés, c'est tous des machins. Enfin, pas maline, quoi. Pas très maline. Bah non, c'est pas très intelligent. Je vous parle de trucs réels, là. Hein. C'est du concret, quand même. Ça reprend ce qu'on disait au début, oui, exactement. Et si vous avez, pardonnez-moi, si vous avez une tâche, vraiment un truc vraiment embêtant, vous avez des boîtes qui font nettoyer hein, ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire disparaître quelque chose d'Internet, mais ce que vous pouvez, c'est créer du contenu qui va venir le relayer en page 2, page 3, page 4, et où finalement, les choses sont un peu, voilà, elles partent petit à petit dans les limbes, et avec les systèmes d'algorithmes, elles sont plus mises notamment en top de Google, mais faites-vous un search avec vos prénoms et noms, pour vous assurer que c'est raisonnablement propre. Encore une fois, il ne s'agit pas de présenter une personnalité lisse. Tout le monde sait très bien qu'on picole dans les soirées de Liezeg. Tout le monde a été étudiant aussi. Donc, vous voyez, c'est pas, on n'est pas des saints, hein, on a été étudiant aussi. Mais voilà, il y a des choses en plus maintenant qui ne passent plus du tout. Quoi. Propos homophobes, racistes. On ne rigole pas que ces trucs-là, c'est inacceptable. Très bonne idée par rapport à la recherche pardon, à effectuer avant un entretien. Et du coup, dernière petite question qu'on avait pour vous, nos invités, pardon, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si on a réussi. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut, par exemple, détecter ou voir chez un recruteur qui vont nous montrer ou nous faire comprendre qu'on a réussi ou qu'on a laissé un avis plutôt positif? Alors moi, je vais vous apporter une réponse qui peut vous choquer, mais que j'aime bien. Ben, moi, je demande. Ouais. Vous pouvez me demander. Voilà. Encore une fois, tout dépend du job, mais on va dire que je recrutais beaucoup de commerciaux et c'était l'inverse. Quand on ne me demandait pas comment s'était passé l'entretien, voilà, j'étais surpris parce que c'était ce que moi j'appelais closer un entretien comme on close un dossier. Voilà. Et donc, moi j'aurais tendance à dire, alors encore une fois, hein, peut-être que Maria et Marc mettront des nuances à ce que je veux dire. Moi, je pense qu'on peut poser la question, alors peut-être pas brutalement, mais intelligemment, là encore, en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous. Moi, je rajouterais deux choses à ce que vient de dire Jean-Paul, je partage. Je le ferai au demeurant, à vos âges à vous, plutôt sur des premiers jobs d'une manière un peu subtile. C'est pas la fin, bon, alors vous avez pensé quoi de moi? Vous pouvez tout à fait conclure à la fin en disant, écoutez, voilà, je vous remercie de votre temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange et je tiens chaleureusement à vous remercier du temps que vous m'avez accordé. Bon. En disant, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, j'espère qu'il en était de même pour vous et si vous avez un retour à me faire, je serais ravi de l'entendre. Ouais, il y a une manière de l'amener, quoi. Il y a un truc, vous faites ça avec vos mots, là je parle comme un mec de 50 ans, mais vous faites ça avec vos mots et ça peut être une manière de demander un feedback qui est plutôt une preuve d'humilité, un intérêt à ce que l'autre va penser de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça pour moi c'est non négociable, vous faites un petit mot de follow-up après l'entretien. Soit le soir même, soit le lendemain, sous moins de 24 heures. Cher Monsieur Bambaron, je vous remercie infiniment du temps que vous avez bien voulu m'accorder. Comme évoqué avec vous, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de pouvoir peut-être vous rejoindre. Je me réjouis par avance à cette idée et me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Cordialement, Nick Poujol. Ça prend tout le monde, mais c'est un truc, franchement, quoi. Pas de follow-up, c'est pas possible. Vous allez à un dîner, vous verrez, parce que vous êtes jeune pour l'instant, vous allez chez des amis pour un dîner, vous n'allez pas remercier le lendemain. Eh ben, aux âges des aînés de vos recruteurs, quand on va à un dîner, quand on est invité quelque part, on met un petit SMS le lendemain en disant merci beaucoup, c'était délicieux, machin, etc. Ça fait partie des civilités d'usage qu'il faut commencer à maîtriser à vos âges.
Et vous pouvez compléter, effectivement, je partage tout à fait hein, ce que Marc dit. Vous pouvez compléter aussi cette question de fin d'entretien, enfin de feedback avec quelle est l'étape suivante, etc., etc. Ce qui vous permettra aussi de connaître un petit peu la suite des choses et le ressenti que vous avez laissé généralement dans votre interlocuteur. Voilà, il vous dira quelle est la prochaine étape et là, vous aurez une petite indication de comment ça s'est passé. Ouais. S'il vous donne une réponse relativement froide, très très vague, etc., ben vous savez qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas de prochaine étape. Et si effectivement, il est un tout petit peu plus rassurant et vous dit clairement que vous aurez un retour d'ici un jour ou qu'ils ont peut-être encore 2 candidats à voir avant de décider, eh ben vous serez un petit peu plus fixé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de conclure cet événement, est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil à ajouter? Sinon, je vais conclure directement. Peut-être pas un conseil, mais un gros encouragement à chacune et chacun d'entre vous. Dites-vous bien que oui, les temps sont durs, sont pas évidents, mais restez dans votre couloir et avancez parce que la confiance, ça se construit aussi un peu dans l'épreuve, bien sûr, mais ayez foi en vous. Vous avez toute la jeunesse devant vous et surtout, faites des trucs. Faites des trucs, faites pas ce qu'il faut faire, faites des choses qui vont vous apporter quelque chose avec de la curiosité, même si ça vous paraît peut-être pas forcément très valorisant. Si vous y allez avec le bon état d'esprit et la curiosité, vous apprendrez quelque chose. Voilà. Alors je vois qu'il y a une question, enfin je laisserai peut-être la parole après pour que vous la posiez. Moi j'ai une chose effectivement à rajouter, c'est il faut vraiment vous exercer. N'hésitez pas à aller à des entretiens. Des fois, ça peut être une cause perdue, mais si vous n'en avez pas, allez-y parce que s'entraîner, l'entretien, il faut un entraînement pour que vous vous sentiez à l'aise, pour que vous commencez à comprendre la psychologie des gens, de détecter certains signaux, et il n'y a que le fait de les passer qui peut vous faire avancer. Voilà. Enfin, on peut réussir un entretien de premier coup, mais effectivement, pour pouvoir être un tout petit peu plus rassuré, moins stressé et mieux se présenter, il faut s'entraîner et le seul moyen, c'est de faire des entretiens. Merci d'avoir rebondi par rapport à la question du chat. Harry demande si on nous demande souvent à la fin des entretiens, est-ce qu'on a une dernière question à poser? Et il demande justement, est-ce qu'il faut y répondre et que faut-il dire? Si vous en avez une, oui. Là aussi, de mon point de vue, il n'y a pas d'automatisme. Mais c'est un excellent point. On parlait tout à l'heure de conclure. Est-ce qu'on doit poser la question à la fin de l'entretien? Si vous n'avez pas de questions, parce que tout ce qui vous a été dit, vous l'avez bien perçu et c'est clair, c'est peut-être justement le moyen de conclure en prenant la parole et en disant ce que Marc a évoqué tout à l'heure. Merci pour cet entretien. Moi, personnellement, patati patata, histoire de dire voilà, qu'on va conclure, sans poser une question, qu'on va conclure l'entretien. Et pour conclure, on parlait de. Je vais reprendre tout ce qu'on s'est dit, mais qui est hyper important. On parle d'authenticité. C'est hyper important. Enfin, je veux dire, vous ne pourrez pas cacher qui vous êtes. Ce n'est pas possible. Si vous avez affaire à des gens dont c'est le métier, vous ne le cacherez pas plus de 5 minutes. Donc, authenticité, sincérité, et puis confiance, ouais. Alors ça, ça ne se décide pas, ça ne s'instaure pas, mais vous avez tous les atouts pour vous. Alors, les temps sont terribles, mais l'avantage de cette situation, et là aussi tout le monde l'a dit, c'est que tout le monde a conscience de la difficulté que vous rencontrez, qu'on rencontre tous, mais en particulier les jeunes de votre âge, c'est quand même terrible ce que vous vivez. Et donc, les gens vont vous tendre la main. Donc, ayez confiance, soyez confiants, soyez vous-même, et puis, Inch'Allah. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il n'y a plus trop de questions dans le chat. Donc, je vais parler au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup pour votre temps. On sait que vous n'en avez pas forcément et ça nous a vraiment tenu à cœur que vous soyez là. On y a mis beaucoup d'investissement dans ce projet. Donc, vu que c'est notre événement final, on voulait que ce soit le mieux possible. Et je pense qu'on en est très ravis et assez satisfaits. Ça a été très dur pour nous de décider ce qu'on allait faire, étant donné le contexte actuel, parce qu'on a eu plein d'idées, mais souvent avortées par la crise que nous traversons. Donc, ça nous a fait énormément plaisir. Ça a duré très longtemps et je pense que ça a dépassé toutes nos espérances.
pour ceux qui seraient arrivés en cours, tout l'échange qu'on a eu depuis plus d'une heure sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aller le revisionner. Et encore une fois, merci beaucoup. Et voilà. Et merci vraiment à tous et notamment à nos 3 invités. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Merci beaucoup d'avoir pu aider tous ces jeunes qui en ont besoin. Et merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Donc, au nom de questions à venir, nous remercions toutes les personnes qui étaient présentes. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller nous follow sur nos réseaux parce qu'on restera encore actifs. Et on a notamment développé récemment une chaîne TikTok qui n'était pas là les années précédentes. Donc, vous pouvez aller nous follow et toujours nous poser des questions parce qu'on saura vous répondre et on sera actif. Merci à vous. Et là, bon courage à vous. Merci de cette invitation et de cet échange. À bientôt. Bon courage. Merci. Merci, au revoir à tous.